Vous êtes le bienvenu sur Debout Congolais TV. Merci à vous de nous avoir choisis pour partager avec nous l'actualité de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux de vous savoir nombreux à travers le monde et à travers cette République pour partager avec nous les nouvelles et l'actualité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette fréquence, je vous ai pris vraiment de le faire. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez et surtout, n'oubliez pas de partager les lives ou les liens de cette émission avec les voisins. Dites-nous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'habitude, je rappelle toujours aux communs des mortels que la justice de Dieu existe et il est impartial. Personne ne peut échapper au contrôle de la justice de Dieu. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous posez vos actes, sachez-le bien que nous avons un maître. La conscience en nous nous reproche toujours quelque chose. Alors pensez à faire du bien parce que tout ce que nous posons comme acte, c'est une sémence. Tôt ou tard, nous finissons par récolter les fruits des actes que nous posons. Voilà, à la une de notre actualité aujourd'hui, le président Donald Trump n'a pas encore cessé de réagir par rapport à la situation en République démocratique du Congo. C'est ce qu'il vient encore de faire. Donald Trump a répondu encore par rapport à une question sur la République démocratique du Congo. C'est ce dont nous allons analyser dans cette émission. Il pense qu'il s'occupe du Rwanda et de la République démocratique du Congo. L'intégralité de ce que Donald Trump a dit, nous en parlons tout de suite. Mais pendant que le président américain s'exprime sur la situation dont les États-Unis pensent déjà se diriger dans la bonne direction, sur terrain, il y a une manœuvre. Les théâtres des affrontements continuent. C'est les informations que nous venons de suivre de la part de nos voisins de sur terrain qui annoncent que il y a encore des affrontements qui sont signalés du côté de Mwenga, dans les centres de Luinja, au sud Kivu, entre les Wazalendo et le mouvement M23. Ça aussi, nous allons en parler. Pourquoi ces contrastes alors que les États-Unis semblent être très positifs par rapport à ce qui se passe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous leur égide. Et nous parlerons ici aussi dans cette émission de cet accord qui fonctionne comme une manipulation ou une façon de s'accrocher, c'est-à-dire la proposition que Kagame a profité aussi de proposer aux Américains de recevoir les migrants indésirables des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis veulent aussi adopter une politique qui veut que tous les candidats, peu importe leur nationalité, qui sont indésirables aux États-Unis d'Amérique, peuvent être renvoyés vers d'autres pays et les États-Unis vont s'occuper comme c'était le cas avec les Royaumes-Unis. Mais pourquoi les Rwandais se pointent? En tout cas, je vais aller en détail pour parler de cette stratégie rwandaise qui répond toujours aux questions ou à la politique occidentale chaque fois qu'il y a un intérêt qui se présente. Voilà. C'est dans l'ensemble les sujets que nous allons aborder avec vous dans le cadre de cette émission. Je vous dis grand merci de nous avoir choisis pour partager avec vous les nouvelles. Vous pouvez déjà soutenir cette émission en vous abonnant. Si vous ne l'avez pas encore fait, likez et surtout n'oubliez pas de nous laisser des commentaires et de partager avec le voisin. Donc, le numéro en bas de votre écran sert à communiquer ou échanger avec votre communicateur qui est là. Nombreux de nos téléspectateurs ne sont pas encore habitués à cette chaîne. En tout cas, pensez à bien vous habituer, partagez la nouvelle avec tous les voisins. C'est bien Samba Olonga, même si la langue pose problème pour certains de nos téléspectateurs. Voilà. Donald Trump, le président américain, se félicite de ce qu'il a fait, ce que son administration a accompli ou accompli déjà entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il s'est encore exprimé dans les médias pour donner son point de vue sur
l'avancée de la situation qui va peut-être mener à la fin de la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que Donald Trump dit? Comme vous le voyez, c'est en anglais, mais moi, j'ai traduit ici. Je m'occupe du Rwanda et du Congo qui sont en conflit et nous essayons de régler ces problèmes. Et je pense que nous y sommes parvenus. Nous avons fait un excellent travail. Personne n'en parle, mais je pense que nous sommes sur le point d'y parvenir. Il semble sur le point de conclure un accord de paix, ce qui serait une bonne chose. Mais je m'occupe de beaucoup de choses différentes. Ça, c'est les propos du président Donald Trump. Et là, il a ajouté, je salue les projets de proposition de paix reçus de la RDC et du Rwanda. Il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration des principes et je compte sur leur engagement continu en faveur de la paix. Ça, c'est ce que a dit le conseiller de Donald Trump, Massad Boulou. En tout cas, ce que nous pouvons déjà conclure à travers cette déclaration, encore pour une énième fois, de Donald Trump, c'est que les États-Unis sont très positifs. L'Amérique s'est bien impliquée et s'est engagée. En tout cas, les propos venant du président américain lui-même, qui s'exprime maintenant avec beaucoup d'assurance, démontrent clairement l'implication des États-Unis dans cette affaire. Et puis, ce qu'ils en pensent, hein, les rapports qu'il a reçus auprès de son administration et voire même de l'envoyé spécial qu'il avait envoyé ici, l'accord de paix tel que présenté par les États-Unis d'Amérique, par le Congo. Donc, à cette étape, d'abord, il faut savoir que la République démocratique du Congo a déjà déposé ce qu'il pense de l'accord de paix. Le Rwanda aussi l'a fait. En tout cas, de deux côtés, il n'y a pas encore jusqu'à ce stade des divergences qui ont apparu. Rien n'a encore filtré qui peut démontrer qu'il y a des divergences entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, ils ont déjà déposé leur brouillon et c'est positif pour les États-Unis. Mais je vous laisse déjà aussi suivre ici ce que sont les propos du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoyirire, et puis nous revenons. Non, il n'y a pas de blocage. Nous avons signé le 25 avril une déclaration de principe et le 2 mai, les deux parties donc étaient appelées à présenter donc leur contribution sur cet avant-projet qui va être maintenant discuté par les experts. Et lors de la troisième semaine du mois de mai, les ministres vont se rencontrer, les ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer encore une fois à Washington pour finaliser ce projet d'accord qui sera signé à la Maison-Blanche le mois prochain. Donc fin mai, nous aurons probablement un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est notre souhait bien sûr. Donc, mais une négociation est toujours une négociation. Il faut que les deux parties tombent d'accord, mais nous espérons être d'accord sur un projet d'accord qui sera donc soumis au chef d'État. Alors, comment expliquer que l'initiative du Qatar et des États-Unis a tout de suite eu l'écho des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Votre président ne s'était pas rendu d'ailleurs à Luanda. Qu'est-ce qui fait la différence avec ces deux processus, celui de Doha et celui de Washington? Le président Kagame ne s'était pas rendu à Luanda parce qu'il n'avait pas d'accord à signer. Il y avait un blocage sur la question de l'AFC M23. Le gouvernement congolais avait catégoriquement refusé de dialoguer avec ce mouvement. Maintenant, il y a eu une évolution de la part de Kinshasa et donc pour parler à Doha ont commencé entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et puis il y a aussi un autre volet à Doha qui est un volet bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Et donc tout cela donne un espoir pour une paix définitive dans la région. Donc c'est peut-être
l'approche beaucoup plus inclusive, beaucoup plus volontariste qui a amené à ce processus qui nous lie avec les États-Unis, mais aussi Qatar, mais aussi la région, l'EAC et la SADC. Alors justement, les initiatives de paix venant du continent africain ont été peu fructueuses. Le nouvel envoyé spécial de l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbé, s'était d'ailleurs rendu à Kigali. Quel rôle peut-il jouer aujourd'hui dans ce processus? Est-ce que l'Afrique a toujours sa place? Est-ce que ce rôle joué par le continent africain est toujours présent à côté de celui de Doha et de Washington? Oui, l'Afrique doit jouer un rôle central. Il y a ce processus conjoint de l'EAC et de la SADC et le médiateur président Faure Gnassingbé du Togo qui a été nommé, qui a commencé son travail. Et donc, et d'ailleurs, vous aurez remarqué que la semaine passée, il y a eu une réunion consultative élargie à Doha, qui incluait aussi le représentant du Togo. Et donc, nous estimons qu'avec tous ces pays et organisations qui ont joué un rôle dans la médiation et qui seront d'ailleurs invités à Washington, à la Maison-Blanche pour la signature de l'accord, nous allons peut-être nous acheminer vers une paix durable et une paix définitive à l'est de la RDC, pourvu bien sûr qu'il y ait de la volonté politique et de la bonne foi de la part de toutes les parties. Alors les deux processus de Doha et de Washington sont-ils liés ? Oui, certainement. Ce sont des processus complémentaires. Il y a Doha et Washington, mais aussi le processus africain de l'EAC et de la SADC. Donc, les trois processus seront liés, seront complémentaires. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui donne l'espoir que toutes les questions seront examinées, surtout les questions principales qui sont des questions sécuritaires, surtout la question des FDLR qui menacent bien sûr la sécurité de notre pays. Que va-t-il advenir de l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui entre les mains du M23 si ce processus aboutit? Il y a un volet pour parler à Doha entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et j'imagine qu'ils vont s'attaquer à toutes les questions, examiner toutes les questions. Mais pour nous, bien sûr, il faut qu'il y ait une discussion large parmi les Congolais. Il y a d'autres acteurs. Vous avez vu par exemple l'initiative des religieux de la Synco. Donc toutes ces initiatives sont importantes pour que les Congolais discutent entre eux pour une solution à la crise qui continue depuis, je dirais même, l'indépendance. Alors le Rwanda et Washington sont en premier stade de discussion pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis. Un accord similaire était sur le point d'être conclu avec le Royaume-Uni. On s'en souvient, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous nous le confirmez d'abord ? Oui, je confirme que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis sur cette question de la migration, mais les discussions sont à un stade préliminaire, à un stade précoce, et donc je ne m'étendrai pas sur les détails de ce qui est en train d'être discuté. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un lien avec les négociations de paix et cet accord avec les migrants sous l'égide de Washington. On sait que la République démocratique du Congo a fait peser dans la balance ces minerais. On a entendu parler de ce deal, je dirais, minerais contre sécurité. Est-ce que le Rwanda ne ferait pas peser dans la balance un deal migrant contre soutien de l'administration de Washington ? L'administration Trump, même, je dirais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une discussion strictement bilatérale. Et d'ailleurs, après la signature de la déclaration de principe, la délégation rwandaise est restée à Washington pour le premier dialogue stratégique entre les États-Unis et le Rwanda, dans lequel on a abordé donc toutes ces questions bilatérales, y compris les questions sécuritaires, les questions politiques, les questions économiques et même les questions de santé qui nous lient avec les États-Unis. Donc c'est une question purement bilatérale qui n'a rien à voir avec le conflit à l'est de la RDC. Merci beaucoup Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Cette semaine, on va s'intéresser aux cardinaux africains qui sont papabili. On va commencer par Monseigneur Robert Sarah, un cardinal guinéen discret mais influent, réputé pour ses positions conservatrices. Il évolue au sein de la curie romaine depuis plus de 20 ans. Né dans un petit village au nord de la Guinée, ancien archevêque de Conakry, il demeure une figure emblématique dans son pays natal. Les fidèles et anciens collaborateurs gardent en mémoire un homme d'église rigoureux. Reportage de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité avec Aminatou Diallo et Sarah Sakou. Jour de messe à la paroisse Saint-Joseph Ouvrier dans la capitale guinéenne. Robert Sarah y a régulièrement dirigé la prière avant son départ pour le Vatican en 2001. Les fidèles gardent un souvenir ému de celui qui était alors archevêque de Conakry. J'ai assisté plusieurs fois aux célébrations eucharistiques présidées par son éminence. C'est ici que le pape, le Saint-Père Jean-Paul II, l'a pris et l'a amené au Vatican. Il a fait ses preuves en son propre pays où il a réaménagé l'église et il a donné pour que les fidèles puissent obtenir la foi, l'espérance et la charité. C'est au petit séminaire que le père André a connu Robert Sarah. Les deux hommes se sont formés ensemble et sont depuis restés proches. Quand il est nommé archevêque à tout juste 34 ans, son ami d'enfance est à ses côtés. C'était un homme très profond dans la réflexion. Je sais pas, quelqu'un qui balançait des paroles comme ça. Et il était humble, mais il avait toujours cette humilité de consulter. Alors que le cardinal Sarah est pressenti comme l'un des potentiels successeurs du souverain pontife, l'Église guinéenne rêve déjà de le voir devenir le premier pape noir de l'histoire. C'est un don, c'est une grâce, nous, en Guinée, de savoir que le cardinal fait partie des pressentis et candidats à la papauté. Et je crois que Sarah fait partie, comme beaucoup d'autres, de ceux qui peuvent vraiment stabiliser la vie de l'Église. Conservateur assumé, le cardinal Sarah défend une vision rigoriste de l'Église en opposition aux récentes évolutions progressistes de l'institution. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Donc, comme vous venez de les suivre par la bouche du ministre rwandais des Affaires étrangères, la présentation jusqu'à ce niveau, les tableaux qui est présenté par rapport à l'accord que l'on entend de la part du Rwanda et de la République démocratique du Congo sur la paix. En tout cas, en République démocratique du Congo comme au Rwanda, il n'y a pas de propos qui démontrent qu'il y a du négatif là-dessus. Le ministre rwandais est connu pour ses provocations. Depuis qu'il a été nommé ministre des Affaires étrangères, ses tweets sont toujours des incidents diplomatiques vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Mais pour cette fois-ci, Monsieur Olivier, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, a tenu des propos qui semblent aller dans la bonne direction, même s'il y a beaucoup de réserves là-dessus, vu la sincérité du côté rwandais. Mais on peut noter ici clairement que les dictats imposés par les États-Unis, on voit même de l'autre côté que les pays comme la France, les médias qui critiquent, il s'agit ici de médias français qui pensent que jusqu'à ce stade, on ne sait pas se partager les tâches, on ne connaît pas quel sera le rôle des autres partenaires. La France est là-dedans, les Qatar, les Togo pour les comptes de l'Union africaine. Il y a les présidents kenyans pour les comptes de l'EAC. On ne sait pas quels sont les rôles qu'ils ont donnés à tous ceux-là qui sont impliqués dans ces processus à Doha et qui suivent de près ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Tout est centré au niveau des États-Unis. Et la reproche européenne, c'est que, comme les Américains l'ont bien affirmé, il ne s'agit pas seulement d'un accord de paix, mais il s'agit aussi de sécuriser leurs intérêts. Ils voient leurs intérêts dans cette région et principalement en République démocratique du Congo. Donc, Donald Trump est bien rodé par son équipe. Il maîtrise maintenant les grandes lignes des questions congolo-rwandaises
Et là, il assure que c'est dans la bonne direction que se dirigent les choses. Mais ce qui semble être important à souligner ici, c'est les contrastes avec ce qui se passe sur terrain. Sur terrain, on rapporte que l'armée rwandaise n'a pas encore cessé avec la provocation. Parce que l'objectif, les préalables pour cet accord de paix, c'est d'abord d'obtenir ce cessez-le-feu qui est devenu parole légendaire. Chaque fois qu'il y a des réunions qui se font pour la République démocratique du Congo, pour la situation à l'est du Congo, on appelle au cessez-le-feu. Mais cessez-le-feu-là n'a jamais été rendu effectif. Chaque fois qu'on parle du cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on a encore déclenché les choses. C'est l'armée rwandaise qui va encore s'accaparer d'autres localités. Et au moment où nous parlons, on signale que à Mwenga, il y a des affrontements. Pour ceux qui ne connaissent pas Mwenga, c'est dans les centres de Luinja, au sud Kivu. Les Wazalendo s'affrontent encore là-bas à l'armée rwandaise. Au sud de Lubero, c'est la même chose. L'armée rwandaise tente encore de s'accaparer d'autres localités. Pour ceux qui peuvent interpréter ces comportements qui consistent à jouer le jeu de 2 poids 2 mesures, tantôt ils sentent qu'ils disent qu'ils sont impliqués dans les dialogues, ils veulent des solutions durables. Tantôt ce sont eux qui sont sur terrain en train de jouer la ruse pour déstabiliser encore davantage. En tout cas, moi je ne m'attellerai plus dessus parce que nous en avons beaucoup parlé. Chacun tire la ficelle de son côté en sachant son point fort. Pour les Rwandais, Paul Kagame a bien compris que le jeu de la diplomatie ne se joue pas en sa faveur. Si on parle d'accords de paix, si on résout cette question de manière diplomatique, c'est censé que les armes peuvent se taire, les armes diplomatiques sont plus efficaces pour la situation à l'est du Congo que les armes militaires ou les matériels militaires. Donc pour les Rwandais, il faut foncer au moment où on cherche à dialoguer, au moment où on cherche la paix. Il faut encore renforcer davantage, enfoncer les choses pour qu'ils aient une marge de manœuvre dans les cadres de négociation. Donc, la déclaration de Donald Trump et l'implication des États-Unis n'est pas amoindrie par les actes posés par les Rwandais sur terrain. Parce qu'on sent de plus en plus que les Rwandais veulent pousser les choses au bout. À Goma, c'est une administration parallèle. À Bukavu, c'est la même chose. On a vu récemment les rebelles récupérer les armes abandonnées par les traîtres de FARDC, ceux qui avaient abandonné les armes à l'aéroport de Goma. Ces armes-là viennent d'être récupérées et acheminées au Rwanda. C'est vrai que l'armée rwandaise sait qu'elle va finir par partir. Les retraits de l'armée rwandaise est inconditionnel. Les Nations Unies en avaient déjà parlé là-dessus. On sait que dans les accords ou dans l'accord de paix ou dans tous les préalables qui seront mis là-bas à l'ordre du jour, la question du retrait des troupes rwandaises n'est pas une question qui est liée à une condition. Donc, les militaires rwandais doivent se retirer. Mais Kagame, dans ses manœuvres, il est toujours habitué à jouer sur le temps. Donc, pour lui, chaque fois qu'on demande une chose, il est obligé de faire le contraire et attendre qu'on vienne encore les reprocher pour revenir sur la même bêtise. Et ainsi, le temps est en train de passer. Kagame sait que sur le plan diplomatique et par rapport au droit international, vu l'insistance de Tshisekedi sur la scène internationale, du côté diplomatie, les choses ne vont pas se jouer à sa faveur. Voilà pourquoi ils sont obligés d'attisser encore davantage leur manœuvre de la ruse. Parce que la ruse est l'un des caractères du président rwandais qui a toujours joué de cette façon. Soit il va créer un alibi à la veille d'un accord pour échapper et puis revenir encore avec de bonnes intentions, dire que voilà, je suis prêt à dialoguer, mais c'est ce qui dit le problème, c'est le Congo. Qui est le problème? Ces affrontements qui se passent encore à l'est du Congo, ces déploiements des troupes rwandaises, ça sonne comme de la provocation. C'est-à-dire, indirectement, les Rwandais veulent continuer à provoquer le Congo.
C'est aussi une guerre psychologique. Il faut déclencher une situation qui va faire que on arrête ce qui est en train de se faire pour venir observer. Ça fait partie de la ruse de Paul Kagame, ça fait partie de ce stratagème politique. C'est comme ça qu'il opère. Quelqu'un qui est habitué aux armes, quelqu'un qui a mis toute son intelligence dans les armes, n'a pas beaucoup d'efficacité sur le plan diplomatique. Et Kagame sait qu'il a été façonné par ces gens-là. Il les maîtrise très bien. Il est obligé de revenir tout autour. L'actualité à l'est de la République démocratique du Congo par rapport aux armes ne fait pas reculer l'implication américaine dans ce qui se passe à l'est du Congo. On a déjà fait beaucoup d'émissions là-dessus pour parler de la décision américaine et l'implication américaine par rapport à leurs intérêts. Ce qui préoccupe premièrement les Américains, c'est les minerais. Voilà pourquoi on a dit aux Congolais que faut pas s'en réjouir. Si l'implication américaine peut stopper la folie de Paul Kagame, stopper l'aventure de Nanga et Joseph Kabila, cela ne veut pas dire que les Congolais doivent croiser les bras, attendre que tout soit fini et les Américains vont s'arranger. Non. Pendant ce temps, nous pensons réellement que Félix Tshisekedi gagne aussi en temps pour mieux préparer son armée. Les bons gestes, c'est ce qu'il venait de faire. Le fait d'avoir doublé la solde des militaires et des policiers essaie quand même d'amener quelque chose de bon. Et mettre cette prime-là de $500 pour les militaires qui sont au front, ça renforce quelque part aussi la détermination de ces militaires congolais qui se battent, mais dans de mauvaises conditions. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait aussi du côté Félix Tshisekedi parce que là, il insiste beaucoup. On le voit dans plusieurs réunions des conseils des ministres. Il insiste sur la réduction des trains de vie des institutions. Donc, la fois passée, il a encore demandé à la première ministre de voir comment ils peuvent supprimer des structures qui sont en train de consommer l'argent dans le budget de l'État, des structures qui n'apportent pas. Donc, il y a des études qui se font pour éliminer toutes ces structures, que ce soit dans les ministères, que ce soit à la présidence. Bon, à la présidence, c'est sa question lui-même, le président Tshisekedi, mais que ce soit au niveau du gouvernement et dans les autres institutions, il faut éliminer les structures budgétivores. C'est ça le défi du Congo. Le plus grand défi, c'est la gestion. À l'interne, même si on réussissait aujourd'hui de stopper l'agression avec Paul Kagame, mais il faut penser qu'au... Donc, pour les Européens, les Français, principalement les Français, c'est déjà dommage. L'approche américaine ne veut pas la perte du temps. Vous voyez toute la différence entre les anglophones et les francophones dans cette démarche. Vous voyez que le style américain est plus pragmatique. Les Américains, quand ils se sont impliqués dans cette affaire, vous voyez qu'ils ont commencé d'abord par quoi? Par une déclaration de principe. Les gens font beaucoup de bruit, alors que cette déclaration de principe ne faisait que poser des bases pour éviter que les deux camps puissent venir errer à travers des interminables discussions. Nous leur proposons déjà ce qui s'appelle la déclaration des principes. Donc, tout est centré sur cette déclaration des principes en vue de ressortir ce qui peut être appelé accord de paix. Mais aujourd'hui, cette déclaration des principes est interprétée par certains opposants congolais, par certains Congolais comme étant un bradage des minéraux de la République démocratique du Congo. Non, l'accord ne nous est pas favorable, c'est la cogestion de nos minéraux. Mais est-ce que vous avez déjà lu la COMESA, tous ces organes ici, CIRGL, les traités, les accords sur le commerce, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Il y a un problème entre ce qu'interprètent certains Congolais et les intérêts européens qui sont en train de les échapper. Et on peut voir cette expression-là à travers certains Congolais. Donc, retenons ici que les Rwandais sont en train de vouloir torpiller ces processus, mais ils n'en ont plus le temps. L'administration Trump ne blague pas. Il ne s'agit pas là ici de Congo, les Congo père, Tshisekedi, non. Les frustrés sont en train d'inventer des histoires qui n'existent pas. Tshisekedi n'a pas bradé les minéraux congolais. Il ne s'agit pas d'un accord défavorable pour les Congo.
les principes sur cet accord sont vraiment des principes basés sur la recherche de la paix. Le frustré peuvent nous inventer même un accord qui est... Est-ce qu'ils ont le courage de venir présenter aux Congolais le point saillant, les points qui démontrent que Tshisekedi a bradé les minéraux chez les Américains? Ils ne sont pas prêts. Hier, on nous a dit que Tshisekedi a signé des accords avec Kagame pour brader les minéraux congolais. Personne ne nous a montré ces accords-là et l'endroit où Tshisekedi a donné les minéraux à Paul Kagame. Hier encore, il y a des gens qui ont dit aux Congolais, voilà, Tshisekedi et Kabila ont un accord secret, ce qui fait que Tshisekedi au pouvoir est en train de travailler pour le compte de Kabila. Ce n'est pas Tshisekedi qui dirige, c'est Kabila qui dirige. Personne n'a montré un accord signé entre Tshisekedi et Kabila. Pourquoi on peut être malhonnête jusqu'à ce point? Même s'il faut manipuler les gens, mais il faut quand même un minimum d'intelligence pour présenter les faits. Même manipuler, les faits doivent être présentés dans un ordre logique qui permet au cerveau humain de savoir réellement, même si cette démarche est biaisée, mais il y a quand même des points importants. Le Rwanda se trompe d'époque. Il ne s'agit pas ici de Tshisekedi, mais c'est une question de temps. Et voilà comment les Rwandais pensent aussi ici, pour s'échapper, ils veulent créer un lien qui peut faire que Paul Kagame puisse présenter encore un intérêt aux yeux des Occidentaux. Que personne ne nous trompe, Kagame, c'est le fils bien-aimé des Occidentaux. Vous allez même comprendre pourquoi les Européens ont pris beaucoup de temps, alors que Kagame, tous ses méfaits étaient déjà étalés au grand jour. Toute la communauté internationale savait que on ne peut pas comme ça laisser impunis les actes, les agissements du Rwanda en train de violer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, violer les droits internationaux, et le monde ne réagit pas. Pour les Occidentaux, c'est leurs intérêts. Les intérêts sont préoccupants. Donc, il suffit seulement de voir ces intérêts et puis fermer les yeux sur du reste. Avec Donald Trump, on comprend que non. On peut faire la politique avec du business, faire aussi pour les intérêts. Avant tout d'abord, c'est les intérêts de votre pays. Qu'est-ce que vous donnez? Et Kagame a compris que chaque fois qu'il y a une stratégie des Occidentaux, Kagame vient comme étant quelqu'un qui apporte des solutions. C'est cette fameuse question de la gestion des migrants. Comme les États-Unis veulent aussi adopter une politique similaire à celle du Royaume-Uni, où ils ont pensé qu'ils doivent transférer des immigrés ou des migrants indésirables de leur pays vers un autre pays qui va les accepter comme ça, et ils vont gérer à travers les moyens pour ne pas accepter ces flux-là de migration. Et Donald Trump et son administration voulaient aussi déjà tenter cette initiative pour commencer à transférer des immigrants indésirables vers des pays qui seront choisis. Et comme Kagame a reçu l'information, qu'est-ce qu'il fait? Directement, par les canaux de ses représentants, il contacte l'administration américaine pour leur dire que voilà, les Rwandais se pointent comme pays d'accueil pour les migrants que vous ne voulez pas. Nous allons les recevoir et nous allons les gérer. On peut déjà, parce que les États-Unis avaient postulé pour demander à ce que les pays qui sont disponibles peuvent se manifester en Afrique comme ailleurs. La Libye a accepté et Kagame va aussi se pointer. Donc, un pays qui fonctionne comme la Corée du Nord de l'Afrique, un pays qui agresse un autre pays, un pays qui dit qu'il a plus de 100 000 réfugiés congolais sur son sol, mais qui ne veut pas recevoir ces réfugiés qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Donc, Kagame trouve que c'est bien de renvoyer les 100 000 qu'il a chez lui, qu'il pense que ce sont des Congolais, alors que ce sont des Tutsis qu'il ne veut pas qu'ils habitent au Rwanda, mais qu'il aille déranger les Congos. C'est pour le Congo. Maintenant, il faut qu'on lui envoie des bandits que les États-Unis refusent d'héberger pour qu'ils viennent les gérer encore au Rwanda. Qu'est-ce qui va peut-être nous rassurer que Kagame ne va plus encore déverser ces bandits-là indésirables vers le Congo pour créer encore des situations d'insécurité? Donc, comme les États-Unis ne veulent pas de ces migrations qui créent le terrorisme, Kagame pense que lui doit se pointer en donneur de solutions pour prendre des immigrés indésirables et les amener. On a dit toute nation, tout pays confondu.
Que les migrants viennent des pays européens qui viennent d'où on les renvoie au Rwanda. L'expérience que nous avons déjà de cette politique à travers le Royaume-Uni a démontré que le Rwanda, c'est le mensonge du siècle. Tout ce qu'on présente, c'est que ceux qui ont investi dans la politique macabre de Paul Kagame ont aussi choisi de faire la publicité pour lui. Et ce sont eux qui font cette publicité-là de mensonge pour présenter le Rwanda comme un pays sûr, alors que le Rwanda, c'est un mauvais pays qui veulent chaque fois utiliser Kagame, que ce soit au Mozambique. Donc Kagame a déjà compris l'Occident, les Occidentaux. Donc chaque fois, ils inventent des stratagèmes et c'est Kagame qui se pointe. Parce que ce sont eux qui ont formé l'armée de Kagame. Cette armée a été équipée, formée par les Occidentaux, pour ne pas dire les Américains. Ce sont eux qui les financent. Et chaque fois qu'ils veulent aller sécuriser leurs mines de l'autre côté, ils peuvent prendre les militaires au Rwanda. C'est ce qui a justifié cette collaboration militaire entre l'Union européenne et le Rwanda. Ils viennent prendre les militaires rwandais qui font invasion au Congo, qui pillent, qui violent à l'est du Congo pour les amener au Mozambique. Pourquoi? Parce que pour eux, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, en tout cas, il n'est pas question de moralité là-dessus. Voilà comment les Américains, les Européens sont en train de nous démontrer clairement que les valeurs qu'ils nous vantent tant, ce sont de faux valeurs. C'est les intérêts qui comptent. Les valeurs, c'est pour nous. Les valeurs, c'est pour la facette. Montrer que non, voilà, nous avons des valeurs. Et nous nous impliquons davantage, alors qu'ils sont hypocrites là-dessus. Donc, M. Paul Kagame est à la recherche de nouveaux astuces qui peuvent le permettre de gagner du temps. Les astuces qui doivent lui permettre de gagner du temps sont les gens. Alors, il faut aller déposer un dossier aux États-Unis, comme ce sont des gens qui suivent quand même une procédure. Ils vont examiner pour voir si oui, les Rwandais. Nous attendons à bras ouverts les rejets de cette candidature, de cette proposition du Rwanda d'accueillir les migrants. Le Rwanda n'est pas un pays sûr. Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Le Rwanda a un niveau de pauvreté élevé. Il ne faut pas voir ce Rwanda-là qui est présenté, visite Rwanda, où Kagame est prêt même à voler des gorilles, des montagnes, dans le parc de Virunga, à l'est du Congo, pour aller les héberger là-bas chez eux, pour attirer les visiteurs. C'est compliqué. Donc, retenons ici que tout ce qui semble être positif ici est sérieux. Ce qui est présenté comme négatif dans le cadre de l'accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, accord de paix, c'est le jeu de la manipulation. Que ce soit au niveau du Rwanda, ils vont chercher à manipuler pour gagner du temps. À l'intérieur du Congo, comme il y a des politiciens et des journalistes qui travaillent là-dessus pour déranger les choses, ils vont évoluer comme des caisses de résonance pour présenter une mauvaise image de cet accord de paix, dire voilà, c'est pas pour l'intérêt des Congolais, Congolais, soulevez-vous. Chers Congolais, nous ne cesserons jamais de les dire, nous disons ce qui peut être dit avec beaucoup de clarté. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, likez cette vidéo, partagez avec le voisin et n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je pense que cette émission est terminée, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.